sont les politicards? Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norberg au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention, mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements, mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue au tribunal de l'actualité. Dans la lutte pour la vie, celui qui est à bout de souffle, à bout d'arguments, à bout de tout, n'est heureusement et par contre pas à bout de ses peines. C'est Pierre Dac qui l'a dit. Bonne méditation en cette journée du 18 juillet 2019 et bienvenue à cette 4e convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité, ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. On se retrouve donc du lundi au vendredi à partir de 8h pour les directs rediffusés les mêmes jours à partir de 22h. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Loukman Sanfo pour nos amis qui nous suivent à travers la plateforme radio. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous suivre à travers Internet, à tout temps et en tout lieu, à travers la plateforme infowakat.net. Bonjour Geoffroy Vaha, bonjour Ben Abouma. Bonjour. Juge président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité pour officier en tant que juge au siège à l'émission. Mesdames, Messieurs, merci aussi de votre fidélité. Alors ce matin, on va s'intéresser à la problématique de la formation académique au Burkina Faso, notre pays. Vous savez que récemment, le ministère en charge de l'enseignement supérieur a initié 2 arrêtés portant un régime général des diplômes de licence et de master applicables aux institutions publiques et privées d'enseignement et de recherche au niveau de notre pays. Il semble que ces arrêtés ne passent pas dans le milieu d'étudiants. Alors des organisations de ces étudiants ont donné de la voix, ils se sont réunis, regroupés pour donner leur lecture de la situation. Ils pensent que ce sont des mesures anti-étudiants. Et ce matin, nous avons envie d'aborder la question avec une des organisations. Et c'est la FESIBF, représentée ce matin par son secrétaire général, à la personne de Palo Augustin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup, Jules Bourbon. Mesdames, Messieurs, les avant-propos pour commencer. La première partie de l'émission, ce sont les propos libres des juges au siège qui ont la possibilité d'aborder l'actualité dans toute sa pluralité. Et nous commençons par donner la parole au juge Ben Abouma. Merci, Président. Alors, mon avant-propos va concerner la fonction publique burkinabé. Il y a une innovation qui se déroule. On avait parlé de l'année dernière, ce n'était pas tous les concours qui étaient en ligne. Cette année, ça l'a été. Le concours professionnel DRH ayant effectivement refusé de réceptionner. Il est passé également en ligne, donc ces concours-là seront également réceptionnés en ligne. C'est une innovation grandeur nature, sauf que là, ça a un effet contournement, compte tenu du fait que les GRH sont en mouvement d'humeur, et donc la machine est grippée. Donc l'alternative, effectivement, c'est trouver une autre solution. Et donc, c'est un travail qui est fait en ligne.
S'il faut saluer une innovation, maintenant il faut craindre maintenant pour les risques. Et puis à la fin qu'à un moment donné la machine ne se grippe pas. Parce que nos syndicats ont l'habitude d'avoir plus d'une flèche dans leur carquois et savent à quel moment ils les utiliser. Donc c'est beaucoup plus le risque. C'est également de poursuivre la négociation parce que chacun dit disposer au dialogue. Mais dans ces conditions-là, c'est parce que ces messieurs-là sont à la rentrée et à la sortie de la fonction publique, comme ils le disent, et également au centre parce que ça passe par eux pour être géré. Quand vous êtes admis à la retraite, encore, c'est eux qui vont gérer également le dossier et bien nombre de choses. Donc le concours professionnel, c'est encore plus délicat parce que là, il s'agit de vérifier jusqu'à l'expérience professionnelle. Il y a tous ces détails-là qu'il faut prendre en compte par rapport à... Donc il y a un travail de prudence à avoir. Nous n'avons pas dit que ceux qui ont eu l'initiative de le faire en ligne ou ceux qui s'inscrivent en ligne ne respecteraient pas ces choses-là, mais c'est de s'assurer que toutes les mesures ont été prises pour que tout se déroule normalement. J'ai dit qu'il y a un effet contournement, on pourrait l'appeler solution, mais ça c'est normal. Donc c'est en même temps, je pense, une opportunité pour l'État d'accélérer effectivement la modernisation, l'innovation, surtout l'introduction du numérique à plusieurs niveaux. Donc pour pouvoir, il y a des segments aujourd'hui qu'il faut dématérialiser pour passer au numérique. Mais le numérique aussi a besoin d'hommes pour pouvoir pousser la machine et tout. Donc je pense que il y a cet effet-là à voir. Bon, ça dit que c'est vrai aussi que parmi des GRH qui ont refusé de réceptionner les dossiers, il y en a qui ont déposé pour faire acte pour le concours professionnel. Bon, là c'est humain. Et donc, parce que la question c'était de savoir, je pense que je vous ferai poser la question, mais c'est de savoir, mais non, pardon, au ONG du syndicat, mais quand il y aura un concours, est-ce que certains d'entre vous, pour les professionnels, ne vont pas déposer? Bon, il y en a qui ont déposé, mais là n'est pas. Mais l'autre défi aussi, c'est de pouvoir faire quelque chose qui puisse garantir où les uns et les autres vont se retrouver ensemble, quoi, parce qu'il s'agit de la fonction publique burkinabé. Donc c'était mon avant-propos au niveau des concours professionnels qui sont également passés en ligne, mais avec les effets que nous connaissons. Donc c'est ça le risque. Sinon tout le reste, si c'est une innovation grandeur majeure qui puisse permettre de gagner en temps et en énergie, éviter les longues bousculades, les bastonnades parfois devant les guichets des dépôts de concours, ben là c'est à saluer. D'accord, merci bien pour ce regard sur l'organisation des concours pour l'édition 2019. À présent, on passe la parole à Geoffroy. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire, mais beaucoup plus deux personnes, c'est Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. On sait que pour ce qui est des motivations pour la décision de leur liberté, cela est désormais connu. On a vu cela à travers un document qui a été donné chez hier ou avant-hier. Voilà, et je pense que l'autre partie a 30 jours pour faire recours, mais c'est édifiant aussi quand on lit le contenu du document, étant entendu qu'il y a deux juges, je pense, contre un seul, qui ont voté pour la liberté de Laurent Gbagbo. Et pour les motivations, de façon profonde, on retiendra que c'est difficile de lier de façon claire un ordre donné par ces derniers et les morts qu'il y a eu sur le terrain. Et évidemment, ce qui n'est pas nié, c'est les morts qu'il y a eu. Maintenant, c'est le lien qui est fait qui pose problème sur les deux personnes incriminées. Et bon, je dis c'est édifiant parce que dedans aussi on nous fait comprendre que les éléments à charge qui ont été envoyés, pour beaucoup, étaient dans un monde presque binaire où la réalité ivoirienne était dépeinte en pro ou anti, alors que la situation n'était pas si vrai que cela, et que dans Abidjan ou ailleurs, lorsqu'il y a eu les morts, il y avait une vraie guérilla, et donc il y avait aussi des forces qui étaient dans une dynamique de défense d'intérêts républicains, et donc c'est dans tout ce contexte-là, alors qu'il y avait aussi les escadrons de la mort qu'ils ont omis peut-être volontairement, n'est-ce pas, dans leur process, parce que ça ne leur permettait pas aussi de justifier au mieux leurs accusations et tout. Donc il y a beaucoup d'impairs, beaucoup d'insuffisances comme ça qui ont été ressorties. J'ai dit c'est édifiant. Et moi il y a un point aussi qui m'a marqué, c'est que dans le document il soit dit de façon très claire que pour l'ONU ici, il y a des soupçons quand même de parti pris. Et ça, et beaucoup d'observateurs aussi l'ont critiqué. Donc je vais dire que ça ressort beaucoup d'informations qui sont assez intéressantes. Maintenant on attend de voir, c'est pas forcément fini. C'est la première fois qu'on voit des gens qui sont libérés, mais sous condition, qui restent encore libres, mais
Bon, au début, on ne comprenait pas trop. Maintenant, peut-être que dans la pratique des choses, on apprend un peu avec l'ancien président qui a pu rejoindre sa femme et un autre qui attend un point de chute, étant entendu qu'il faut bien qu'un pays veuille bien l'accepter. Mais on attend, on a encore 30 jours pour voir s'il aura un recours et puis est-ce qu'il y aura encore un autre tournant dans cette affaire. Et on sait que quand on parle de notre justice, souvent il y a une affaire dans l'affaire et lorsque vous finissez l'affaire, il y a une autre affaire. C'était mon avant-propos de ce matin. D'accord. Soyez-en remerciés à tous les deux juges au siège de cette émission du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, à présent, on va porter l'attention à celui qui comparaît devant les juges ce matin. C'est un étudiant, Palo Augustin, qui est secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, en abrégé FESIBF. Et avec lui, nous allons parler de ces nouveaux arrêtés portant régime général des études du diplôme de licence et de master au niveau de nos universités. Ça a été pris par le ministère en charge de la question. Donc c'est applicable désormais dans les universités du Burkina Faso. Alors il semble que ces mesures, ces arrêtés sont désapprouvés par les organisations, les structures d'étudiants à caractère syndical, et c'est pour cela que nous avons voulu comprendre en tout cas la position de ces étudiants dans la lecture qu'ils en font de cette situation. Alors Palo, encore une fois bienvenue. Merci bien, le président Loukman Sanfo. Merci de nous avoir invités sur ce plateau pour discuter de ces deux régimes qui sont applicables dans les différentes universités publiques et privées du Burkina Faso. D'accord. De toute façon, la situation estudiantine nous intéresse, c'est pas la première fois que vous comparaissez devant nous. Oui. Alors, commençons par parler de ce communiqué qui a été rendu public il y a quelque temps déjà, qui porte la signature de plusieurs organisations, dont la vôtre. Alors aujourd'hui, vous êtes en quelle qualité vous êtes devant les juges ce matin? Est-ce en tant que secrétaire général de la FESIBF seulement, ou vous êtes mandaté par toutes les organisations signataires de ce communiqué? Bon, merci pour la parole. Il faut dire que je suis là ce matin en tant que secrétaire général national de la FESIBF. Il faut dire que le communiqué a été signé par trois structures, l'UGEB, la FESIBF et la FENEB. Il faut dire que c'était un communiqué d'ensemble pour interpeller l'opinion publique nationale et en même temps interpeller les autorités universitaires par rapport aux deux arrêtés qui ont été mis en place. Et actuellement, nous sommes en train de travailler pour appeler toutes les structures à caractère syndical à se rallier derrière cette lutte-là, pour qu'ensemble menons le combat, pour ensemble combattre ces régimes qui sont pour nous anti-étudiants. D'accord, on va rentrer dans les fonds tout à l'heure. Vous dites que ces arrêtés en question ont été pris et imposés de façon unilatérale, sans concertation préalable, ni des organisations démocratiques des étudiants, ni des représentants élus d'étudiants siégeant dans les instances. Alors, pourquoi c'est maintenant on entend parler de cette question? Parce que les arrêtés semblent avoir été pris quand même courant février, mars, je crois. Pourquoi c'est maintenant on entend parler de ce décret à votre niveau? Cet arrêté a été signé le 25 février 2019 par le professeur Akassou Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Donc, pourquoi maintenant on en parle? Puisque c'est maintenant qu'ils ont mis ça à la connaissance des étudiants. Parce que nous, c'était au début du mois de juillet qu'on a été convoqué par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, et qui a mis à notre connaissance ces deux arrêtés qui sera désormais applicable dans les universités publiques. Alors, avant ça, nous avons appris au CVU de l'université Ouara 1 que désormais il y aura un nouveau régime qui sera applicable dans les différentes universités publiques et privées du Burkina Faso, qui va venir combler le vide qu'on a dans les universités et éviter les chevauchements de retard dans les différentes unités de formation et de recherche. En plus, qui allait permettre aussi d'avoir un système LMD unique dans les différents départements et en même temps dans les unités de formation et de recherche. Parce qu'avant, on avait LMD disparate dans les différentes unités de formation. On peut avoir des deux départements, notamment le département d'allemand et de LM. On peut avoir deux LMD applicables de façon désordonnée dans les deux départements. Et même dans les UFR, vous pouvez voir l'UFR SVT qui est un LMD qui est différent d'un LMD qui est applicable à l'UFR SUA. Donc, selon eux, ce régime est venu réglementer un peu cette situation-là. Mais pour nous, on n'a pas été associés. Parce qu'on a eu des assises de Koudougou, on a eu des assises de l'IDS, on a eu plein d'assises où les étudiants, les délégués élus du UFR ou les structures à caractère syndical ont été associés. Mais ça a été pris de façon unilatérale pour venir imposer aux étudiants, et nous trouvons que ces régimes, tous ces arrêtés qui sont, ces deux arrêtés, les décrets qui sont dans ce régime-là, sont des décrets qui sont formellement anti-étudiants et qui ne vont pas permettre aux étudiants d'avancer dans les différentes unités d'information et de recherche. On est toujours dans la généralité. Ma dernière question, pour l'une des rares fois,
on voit des étudiants désapprouver une mesure, alors qu'on n'a pas de manifestation populaire, on n'est pas dessiné dans la rue comme on aime le dire. Qu'est-ce qui peut bien justifier cela? Bon, pour nous, ici, quand il y a un document ou bien une mesure qui est prise par l'enseignement supérieur ou applicable dans les différentes universités, il y a des procédures de lutte, comme toute structure syndicale sur le campus. On entame d'abord les procédures de négociation. Donc nous sommes à cette phase d'abord de négociation et interpeller nos camarades étudiants et en même temps interpeller les autorités universitaires que ce qui est en face de nous, il faudrait qu'on travaille pour ne pas que ça puisse brûler. Voilà, donc nous sommes en phase d'interpellation en entendant que... Mais c'est quand même depuis le mois de juin que vous êtes au courant des arrêtés. Oui, c'est le mois de juin. Aujourd'hui, on a en juillet. On pense très bien aussi que il y a bientôt un mois quand même que vous avez connaissance du dossier. Non, nous on a eu connaissance du dossier en juin. C'est en juin que les dossiers ont été transmis aux étudiants. Et bon, et expliqués aux étudiants et transmis dans le mois de juillet aux étudiants aux structures à caractère syndical. Donc c'est maintenant qu'on est en possession de ce document. Donc nous sommes en train de travailler avec nos camarades puisque on nous dit que ça sera applicable dès la signature. Eux, ils ont donné un délai d'1 an à toutes les universités de rentrer dans ce nouveau régime-là. Donc on a encore beaucoup de mois devant nous. On pense que les manifestations n'en manquent pas et le temps aussi ne manque pas aussi pour manifester. D'accord. Alors, je passe la main à Geoffroy Vaha. Moi, j'aurais une question quand même assez générale, mais directe, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Souvent, est-ce que vous ne prenez pas en compte le fait que quand les curricula sont revus, les systèmes sont revus, c'est pour s'arrimer à des normes internationales, des normes qui existent ailleurs et qui font que sinon, quelquefois, vos documents ou les diplômes que vous dites que vous avez n'ont pas valeur. Tant et si bien que ça s'impose déjà même aux systèmes qui sont les nôtres en termes de critères, si je pourrais dire, de convergence. Et que dans ce cas de figure, soit on vous écoute et on reste à faire des diplômes comme vous voulez et qui ne valent pas grand-chose, ou bien on va à des critères qui sont ceux de convenance internationale et auquel cas on ne peut se permettre de perdre du temps, étant entendu que en la matière il y a du non négociable. Est-ce que vous prenez cela en compte? Si on prend tout cela en compte, parce que vous le saviez, nous sommes au Burkina Faso, selon nos autorités, nos camarades étudiants qui sont amenés ailleurs pour étudier sont toujours les majors de la promotion. Maintenant, voulant se conformer au système national, international ou bien de l'espace UEMOA, parce que le LMD a été adopté, la directive a été adoptée en 2007 et on demandait à tous les États membres de l'espace UEMOA de rentrer dans ce nouveau système de formation là, qui est la licence master doctorat. Et nous remarquons tous, hein, depuis que le LMD est arrivé à l'université Ouagadougou, nous avons des retards de chevauchement d'année à l'année. Aujourd'hui, il faut dire que depuis 2009 jusqu'à présent, les étudiants sont en retard. Donc, notamment l'UFSVT, où les étudiants ont 3 années de retard sur la formation académique. Mais quand on aura eu un entretien ou bien un test sur le plan international, moi je viens avec un diplôme, bon, une licence professionnelle, bon, une licence générale qui est en train de se périmer. Parce que je suis en année académique 2015-2016. Celui de la Côte d'Ivoire vient avec une année académique 2017-2018, ou bien 2018-2019. Bon, de lui à moi, mais qui est en retard. Donc sur le plan même international, nos diplômes ont posé problème sous prétexte que nous sommes dans un retard académique de chevauchement vraiment infini. Ça, c'est les conséquences. Maintenant, les conséquences, ça, c'est autre chose. Je dis, vous voulez aller ailleurs, on vous dit même que votre diplôme n'est pas reconnu parce qu'on connaît les curricula, ça ne respecte pas les normes qui sont les nôtres. Ça, c'est un principe. Maintenant, vous parlez de quand on va ailleurs, on est major. On est major lorsqu'on est accepté. Vous dites que vous venez avec une licence, on vous dit la licence n'est pas reconnue, donc vous entrez avec votre baccalauréat. Vous aurez perdu des années à l'université parce que vous aurez appris dans un process qui n'a valeur que ici. C'est de ça que je parle. Et le deuxième point, et je continue dans mes généralités, lorsqu'on est dans un processus qui est irréversible, est-ce que le plus important n'est pas de se concentrer sur les revendications des moyens d'accompagnement? Parce que tout process vient avec un contexte qui est créé, avec un écosystème créé pour que ça marche. C'est clair que quand on regarde l'université de Ouagadougou, c'est ça le grand problème. On parle du LMD, on veut rendre des étudiants, comment dire cela, par
comme dans les lycées, au collège, on prend des cours, il faut certaines latitudes, il faut beaucoup de choses, mais ça va avec un encadrement technique, ça va avec des moyens qui sont mis à disposition, au moins Internet, au moins des ordinateurs pour ces étudiants, au moins l'accès à des salles multimédia, des choses qu'on n'a pas. Est-ce que vous, au lieu de combattre le système, ce n'est pas plus intéressant d'exiger l'accompagnement, de se concentrer sur l'accompagnement puisque la dynamique semble irréversible? Bon, juge, voilà, ici, nous ne combattons pas le système, on combat ce régime. Maintenant, revenir sur le curriculum. C'est quoi la différence système et régime? Bon, ici, le régime, c'est comment maintenant permettre aux étudiants de passer d'une année académique à une autre année académique. Et comment maintenant régulariser notre système éducatif. C'est-à-dire que le LMD était appliqué en 2009 jusqu'à présent. Notre enseignement supérieur trouve que le LMD qui était appliqué dans nos différentes universités, c'est pas le bon LMD. Mais il faut trouver un autre moyen pour accompagner les étudiants dans ce LMD-là. Donc voilà pourquoi les deux régimes, les deux arrêtés sont sortis, pour permettre maintenant de mettre en place un système éducatif permettant aux étudiants de pouvoir être, comme on appelle ça, dans le même processus que les autres pays. Maintenant, parlons du curricula. Ce n'est pas à nous, étudiants, de rédiger un curricula. Nous pensons bien que ce sont nos enseignants qui sont formés à la matière, ce sont eux qui rédigent le curriculum. Ce sont eux qui savent qu'est-ce que les étudiants ont besoin pour leur formation. Ce sont eux qui savent quel cours il faut donner aux étudiants pour être mieux formés et être aussi outillés pour compétir dans les compétitions internationales. Ce n'est pas nous, étudiants, qui devons formuler ce que nous sommes venus apprendre. Nous savons que ceux qui sont en face, nous sont des personnes qui sont outillées à la matière et qui donnent une bonne formation pour être aussi compétitifs sur le plan international. Donc ce n'est pas à nous de rédiger le curriculum. Ils pensent très bien que nous avons des professeurs titulaires. Et c'est ce qu'il faut à l'université. Ce sont eux qui rédigent les curriculums, mais pas nous. Maintenant, revenons sur les moyens d'accompagnement de nos différentes universités ou bien ce qui doit accompagner le système LMD dans nos différentes universités. Vous avez souligné quelques aspects qui sont très importants, le manque de Wi-Fi. Nous sommes dans un système LMD. Quand on va rentrer dans le régime, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Nous sommes dans un système LMD où on n'a pas de Wi-Fi dans une université publique. On n'a pas de Wi-Fi. Alors qu'on nous dit qu'un étudiant a 40% de recherche. Il fait ses recherches avec quoi? Allez-y voir dans nos bibliothèques. Les bibliothèques n'ont pas de documents, ils ne sont pas archivés. Et même quand les enseignants viennent, ils donnent des cours, le professeur, quand il vient, soit sur un document, il distribue aux étudiants, soit il projette dans une salle où il y a plus de 5000 étudiants, il projette le cours et il s'en va. On a demandé qu'ils mettent de Wi-Fi dans nos différentes universités, même dans les cités universitaires, pour permettre aux étudiants de mener des recherches. On a demandé qu'on puisse informatiser un peu tout ce qui est comme document des étudiants. Prenez la Daoui, je touche du bois. Si on arrive aujourd'hui que la Daoui prend du feu, c'est sûr qu'ils vont demander aux étudiants d'amener encore les extraits, d'amener encore les documents qui prouvent que vraiment ils ont été étudiants à l'université. Alors que c'est très simple. Il suffit seulement de mettre un logiciel en place, il suffit d'un clic et enfin, voilà Palo, d'Apoud Augustin, voilà ce qu'il a amené comme parcours à l'université de Kizerbo. Mais on n'a même pas à ce stade qu'à présent. Donc nous sommes dans un système aujourd'hui, dans un phénomène qu'on peut non pas appeler comme ça archaïque, où nous sommes dans un système passé. Nous sommes dans un LMD où on demande aux étudiants maintenant de se former et de s'outiller. Mais nous, sur le terrain, on n'a pas ça. Donc, nous, on se pose la question de quel LMD il s'agit ici. De quel LMD il s'agit ici. Le juge Bougman a parlé de quelque chose dans son avant-propos qui est très intéressant, les concours de la fonction publique. Vu qu'aujourd'hui, nous avions les étudiants de droit qui ont commencé le LMD en 2014-2015, qui ne peuvent pas participer au concours de la fonction publique du niveau magistrature. Parce que, on l'a dit, le Conseil d'État dit au ministre de la fonction publique de prouver que le système, la licence LMD équivaut à la maîtrise du système classique. Mais jusqu'à présent, nos enseignants sont incapables de prouver cela. Donc ces étudiants qui ont fini depuis l'année surpassée sont en attente des concours de la fonction publique. Alors nous savons très bien qu'un étudiant inscrit en droit, l'objectif c'est de devenir magistrat. L'objectif premier de ces étudiants c'est de devenir magistrat. Mais à la fin, on retrouve qu'il n'y a même pas des étudiants qui ne sont pas capables de participer à ces concours de la fonction publique. Donc ce LMD est mal pratiqué. Donc ce sont les raisons qui nous mènent à réagir face à cette situation-là, qui est vraiment chaotique dans notre université. D'accord. Bernard Bougman pour ces questions d'entrée. Bon, question d'entrée, lui dit que tous ceux qui rentrent, je commence par là, tous ceux qui rentrent à la fac de droit, leur rêve c'est devenir magistrat. Bon, en tout cas. Bon, ce qu'il dit, je pense que c'est mieux de relativiser. Il y en a qui rentrent pour sortir avocat, il y en a qui
Bon voilà, moi j'en connais qui ont fait le département de droit qui disent qu'ils ne veulent pas être magistrats parce qu'il y a un autre monde qui ne veulent pas. Donc c'est pas mieux de peut-être de relativiser vos propos. Okay. Maintenant je viens à chose. Vous avez dit que le LMD qui est pratiqué au Burkina n'est pas le bon LMD. Je voudrais savoir si vous avez des preuves que des étudiants burkinabés qui sont sortis dans ce système-là, qui ont postulé ailleurs ou qui ont eu de la concurrence à faire avec d'autres, leur diplôme a été purement et simplement rejeté parce que ce n'est pas le bon LMD qui est appliqué au Burkina. Oui, nous avons des preuves. Hein. Nous avons des étudiants de l'UFSVT tout dernièrement, l'année passée. L'université même avait lancé des bourses pour des étudiants de première année qui avaient validé leur année académique, qui sont en année académique 2017-2018. Mais malheureusement, on n'a trouvé personne. Parce que tous les étudiants qui étaient en première année à l'époque, ils ont fait 3 ans en L1. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore fini de valider les S1 et les S2. Donc, sur la compétition internationale, ils ne peuvent pas avoir la bourse pour aller étudier ailleurs. Et de demain, sur le plan national, ils ne peuvent pas avoir la bourse parce que l'année académique demandée est dépassée. Donc, c'est le cycle qui n'était pas bouclé. Non, le cycle n'est pas bouclé, mais c'est dû à quoi? C'est dû à un système. Non, le cycle n'est pas bouclé. Est-ce que ça remet en cause la qualité? Parce que c'est non, on ne remet pas la qualité de l'enseignement. On remet en cause la qualité du LMD qui est appliqué. C'est ce qu'on remet en cause. Voilà, puisque le LMD ici, c'est un système un peu, on peut dire, en griffe politique dans nos différentes universités, puisque ça a été adopté à un conseil de l'UEMOA. Ils ont demandé à tous les États membres de l'UEMOA de rentrer dans ce système. Les États membres sont rentrés. Aujourd'hui, on se disait que de trouver les mesures d'accompagnement à ce système-là. Mais jusqu'à présent, nous, on n'a pas ces mesures d'accompagnement. J'ai cité notamment les Wi-Fi. Je suis d'accord. Non, si c'est pour dénombrer les insuffisances, les mesures d'accompagnement qui manquent, là, je suis d'accord avec vous. Il y en a à l'appel. Mais vous dites que c'est une mesure politique, mais en matière de santé, en matière de défense, tout est politique. Donc c'est la politique d'enseignement qui peut être bien ou pas bien. Mais vous n'en aurez pas qui ne soit pas allumé à la politique. C'est lui qui nomme le ministre qui définit le curriculum et tout. Vous avez dit que c'est pas vous qui définissez. Donc là, c'est son rôle. Maintenant, moi, c'est par rapport à la qualité des diplômes, ma question. Parce que vous dites qu'ils ont été en retard. Donc, ça dit qu'ils n'ont pas tout validé. Et donc, ce n'est pas forcément le diplôme qui est remis en cause, mais c'est le fait qu'ils n'ont pas encore accompli ce qu'ils doivent faire pour avoir le diplôme. Est-ce que je comprends? Oui. Voilà, c'est pourquoi je posais la question de savoir que c'est la qualité du diplôme qui est mise en cause ou bien c'est le système qui a un problème. C'est ce que j'ai dit, c'est le système qui a un problème. Parce que la qualité du diplôme, c'est pas non, on juge la qualité d'un diplôme. Hein. Voilà, on pense bien que le CAMES est bien placé pour juger, on a nos enseignants qui sont bien placés pour bien juger la qualité des diplômes. C'est pas à nous de juger la qualité d'un diplôme. Nous, on revendique ce qui manque dans nos différentes institutions pour que l'enseignement supérieur trouve les mesures d'accompagnement pour permettre aux étudiants de pouvoir avancer. Maintenant, il y a un niveau, le LMD en lui-même n'est pas un problème pour nous, la FECIDEF, le LMD en lui-même n'est pas un problème. Mais il y a des mesures qui sont aux alentours du LMD qui transforment ce LMD là dans les différentes universités comme des problèmes. Et c'est de ça qu'on discute aujourd'hui. Sinon on ne dit pas que le LMD en question est un problème. On ne dit pas que notre comment on appelle ça, nos diplômes n'ont pas de valeur dans les différents dans les autres pays. On ne dit pas ça. Parce qu'on sait très bien que si ces Palestiniens n'avaient pas de valeur, nos enseignants allaient arrêter de nous donner des cours dans nos différents départements. Voilà. Ce qu'on nous met en cause, c'est les mesures d'application du LMD que nous remettons aujourd'hui en cause. Alors, vous avez dit que ce qui a été pris tout dernièrement, c'est anti-étudiant. En quoi est-ce que c'est anti-étudiant? Bon, il y a plein de mesures qui sont anti-étudiants dedans. Je parle notamment de semestralisation, les validations des semestres. Vous saviez que dans le LMD, l'ancien système, et c'est ce que nous dit même nos enseignants dans différentes universités, c'est que le LMD est venu avec les semestres maintenant. Tu as L1, tu as un semestre 1 et un semestre 2. C'est-à-dire le L2, c'est le semestre 3 et le semestre 4. Le L3, c'est le semestre 5 et le semestre 6. Avant, dans l'ancien système, c'était un peu bizarre dans les différentes unités de formation et de recherche, notamment en faculté d'SUA, quand un étudiant validait son S1 et qui est en S2, il validait 15% des crédits, on lui permettait de s'inscrire, de prendre des crédits en L2, tout en composant le S3 sans problème. Et le S4, il compose les 15 crédits qui sont en S4 et il vient reprendre encore les 15 crédits qui sont en S2 pour permettre de valider notamment son L1 et d'aller continuer les cours dans le S supérieur. Maintenant, on vient nous dire que ce n'est plus possible. Parce que il faut valider maintenant son L1 et aller faire son L2. Sachant très bien que les étudiants commencent les cours en janvier, si c'est tôt,
dans nos universités publiques. C'est en janvier commencent les cours et qui prennent fin l'année prochaine. Ceux qui ont la chance, certains ils vont y faire l'année prochaine. Il y a aussi d'autres mesures que nous trouvons anti-étudiants, comme les étudiants qui étaient à Bobo et à Dédou, qui avaient la possibilité de conserver la meilleure note entre la session normale et la session de rattrapage. Vous avez savez qu'il y a des étudiants qui vont en session normale, ils peuvent avoir 9. Et en session de rattrapage, il tombe sur le même professeur. Quand il a le 9, il est content. Il s'est dit qu'avec cet enseignant, s'il y a eu 9, c'est sûr que je peux valider. Mais malheureusement, il n'a pas validé son semestre. Et qu'il revient pour la session de rattrapage, il prend un 1. Mais dans les fils qu'on prend, mais il a eu. Bon, il prend, on vous note, on bon, voilà. Il avait dit qu'il a eu 9. Pourquoi ça c'est la même chose, prend un nouveau truc. C'est pas pareil. C'est la même chose. Voilà. Donc, il a un 1. Et on préfère prendre son 1 et rejeter le 9. Dans les autres villes, ça se passait, les étudiants conservaient la meilleure note en nation normale, la nation de rattrapage. Maintenant, ce n'est plus possible. On trouve que ça sont les mesures anti-étudiants. En plus, il y a le même test, on nous dit qu'un étudiant qui a 28 ans, qui a le bac à 28 ans, doit payer 50 000 francs dans les universités. Avant, on appelait ça le régime salarié. Maintenant, on nous dit que c'est pas sûr que tous ceux qui ont 28 ans sont des salariés. Il peut avoir le bac à 28 ans, c'est vrai qu'il est âgé, il est en terminale et le bac, mais maintenant, on va appeler un régime particulier. Mais ici, on s'est dit qu'il y a dans des villages des gens qui prennent le temps d'aller à l'école et qui continuent de fréquenter et qui finissent, ils ont le bac à 28 ans ou à 29 ans. Il n'a pas d'accompagnement social, il n'a ni le phonème, il n'a pas d'accès aux chambres en cité, il a plein de choses qui manquent d'accompagnement social. Et on demande à cet étudiant de venir payer 50 000 francs pour s'inscrire dans les autres différentes universités. On trouve que c'est du trou. Alors qu'on peut avoir quelqu'un qui a 25 ans, qui est fonctionnaire, qui a eu un concours de la fonction publique, mais qui vient, qui paye 15 000 francs. Et qui est inscrit, il n'a pas 28 ans. Parce que le régime le permet de venir s'inscrire à 15 000 francs comme les autres. Là, nous trouvons qu'il y a l'injustice qui est là et que nous trouvons que ce sont des mesures qui sont anti-étudiants. Voilà, donc il y a plein de trucs que nous pouvons citer. Déjà, on voit bien que vous vous exprimez en tant qu'étudiant d'une université publique, oui. Et alors que ces arrêtés concernent toutes les universités, que ce soit privées ou publiques au Burkina Faso. Est-ce qu'il n'y a pas lieu que vous acceptez ces mesures-là, quitte à travailler à ce que, au niveau des universités publiques, on soit à mesure de les appliquer? Parce que dans les autres universités, ils n'ont pas ces problèmes. Surtout que vous avez parlé même au niveau communautaire, vous avez dit que ces décisions ont été prises, le système LMD concerne l'ensemble des pays de l'UEMOA. Alors, quand on fait la comparaison avec certains pays, on voit bien que nous sommes en train de rattraper leur situation. Non. Est-ce que c'est pas cela? Non, ici, le LMD appliqué. Oui. Vous allez voir que le LMD qui est appliqué au Burkina Faso est différent du LMD qui est appliqué en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que c'est différent du LMD qui est appliqué peut-être au Bénin, au Niger, partout dans le monde. Chaque pays a son LMD typique à lui. Quand il parlait de l'université privée, c'est un régime parce que à l'enseignement supérieur, il y a une direction qui s'occupe des enseignements supérieurs publics, il y a une direction qui s'occupe des enseignements supérieurs privés. Il y a deux directions. Donc aujourd'hui, le ministre qui couvre ces deux directions-là est obligé de mettre un décret en place. Selon lui, c'est pour que un Ivoirien un Sénégalais qui vient au Burkina, qui sache maintenant voilà comment fonctionne nos systèmes éducatifs au niveau national. Mais ici, il y avait des acquis que les étudiants avaient. Perdre ces acquis-là aujourd'hui, c'est comme remettre en cause le système même. Parce que le système, on disait que c'était semestrialisation. Quand vous venez en première année de l'UFSVT, que le directeur adjoint vient ou le directeur de l'UFR vient, on vous dit que maintenant, vous validez en termes de semestre. On ne parle plus de L. Et quand on parle en termes de semestre, nous pensons que celui qui a validé son S1, normalement doit faire son S3 sans problème. Mais là, quand on dit de valider automatiquement son L, là, nous ne parlons plus d'année académique, on parle de semestrialisation des semestres. Alors, vous avez dit que... Mais sur les semestrialisations, là, je pense que c'est la question de l'article 17, c'est ça? Oui. Chapitre 4, article 17, mais il y a la structuration déjà qui est définie, qui permet peut-être de mieux comprendre. Ils disent que pour ce qui est des semestres 1 et 2, je suis dans les licences, semestres 1 et 2 sont consacrés à l'appropriation par l'apprenant du choix du parcours à la consolidation de son capital de connaissances antérieures. On est dans le basique. Les semestres 3 et 4 sont consacrés à l'acquisition de savoir orientant l'apprenant vers une mention et ou une
spécialisation. On est déjà dans la question de mention et spécialisation. Quand on est au 5 et 6, cela correspond à la phase de la mention et ou de la spécialisation et de l'apprenant, avec un renforcement de champs disciplinaires. Les enseignements de renforcement des capacités spécifiques sont en rapport avec les champs disciplinaires. Donc ça veut dire que la question de semestrialisation répond aussi à des degrés, à des nivellements bien précis. Comment est-ce que vous pouvez vous spécialiser quand vous n'avez même pas fini de valider vous n'avez pas fini de valider le basique? Il n'y a pas une question de logique aussi. Parce que la question des crédits, ça n'a pas commencé avec le LMD. Depuis les histoires de DUG, licence master, les crédits se sont toujours posés parce que quand vous voulez quitter le DUG à la licence, vous devez payer tous vos crédits. Il y a eu des revendications, on a connu, vous c'est FCBF, ailleurs, et ça a été transversal à beaucoup d'universités africaines, où pour passer un palier à un autre, on estime que si vous avez été capable d'aller jusque-là, c'est qu'on peut vous créditer d'une certaine... C'est l'infortune qui a fait que vous n'avez pas validé un certain nombre de choses, qui vous traînent, des casseroles que vous traînez. Ben, vous dites, tant que vous n'avez pas fini ça, vous ne passez pas le cap. Alors qu'il y a des années qui se chevauchent, quelquefois pour que vous puissiez aller valider, c'est du temps que vous perdez en fait. Ça, je veux dire que c'est un combat qui n'a pas commencé aujourd'hui avec le LMD. Est-ce que dans la spécificité des semestres, il n'y a pas une certaine logique dans la revendication, dans le système qui est posé? Non, il n'y a pas de logique. Mais ici, je pense que vous êtes un peu trompé. C'est plutôt l'article 11 et de l'article 12 que je parlais. Ah d'accord, moi je suis à l'article 17. Voilà. Ce que je viens de lire, c'est la question de la structuration pédagogique qui définit clairement les semestres. Bon, la structuration pédagogique, nous on ne rentre pas dedans. C'est typiquement pédagogique. Ça, c'est la qualité de formation. Non, mais c'est ça qui donne le sens à chaque semestre, qui permet de voir la logique qu'il y a derrière, la question de l'imposition des validations. La logique, parce que moi je suis étudiant en SVT. Quand on fait le cours de S1, ça n'a rien à voir avec les cours de S2. Évidemment, c'est ce qui est défini d'ailleurs à l'article 17. Les cours de S3 n'ont rien à voir avec les cours de S4. C'est ce qui est défini. Voilà, maintenant, ça se dit que c'est possible que l'étudiant qui a validé son S1 fasse automatiquement son S3. Son libre choix. Puisque les cours ne se ressemblent pas. Ce n'est pas les mêmes cours. Ce n'est pas une suite logique pour dire que forcément il faut valider son S1 pour faire forcément son S2. Par exemple, laquelle nous demandons que de retomber, parce qu'on faisait avant, peut-être qu'on dit c'est une semestrialisation, de celui qui a validé son S1, laisser l'étudiant faire son S3 sans problème. Mais il y a une différence. Maintenant, quand on dit on va conserver cet étudiant, parce que je parle notamment des étudiants de droit, parce que ça a été appliqué à eux. Le président de l'université disait que c'est de leur expérience, le ministère s'est inspiré pour faire passer ce régime. Donc, prenez Ouaga 2, vous prenez des étudiants qui valident automatiquement S1 avec 14 de moyenne. Le S2 il se retrouve avec 9,55 de moyenne, 9,80 de moyenne. Mais cet étudiant reprend son année académique. Sous prétexte qu'il n'a pas validé 2 matières ou 3 matières de professeurs qui sont peut-être impossibles de valider. Et qui revient l'année prochaine avec les 3 matières qu'il n'arrive pas à valider. La troisième fois, il vient s'inscrire en régime salarié. Il paie 50 000 francs cet étudiant. Mais cet étudiant, il va où? Moi, je pense que c'est un régime qui est mis en place pour chasser les étudiants des universités, pur et simple. Maintenant, en ce qui concerne la formation au niveau des semestres, c'est pas nous on gère ce type de formation, c'est l'enseignant qui sait quel type de formation il faut nous donner, quel type de cours il faut nous donner. Mais je dis, ce que vous exigez, c'est que les semestres sont définis en termes d'objectifs. Et dans les objectifs, à l'article 17, c'est dit que les 1 et 2, c'est d'abord la question comment on appelle ça, d'appropriation par l'apprenant du choix de parcours, la consolidation de son capital de connaissances antérieures. On n'est même pas dans... C'est-à-dire, on parle de capitalisation des connaissances antérieures. Il ne valide pas, il ne fait pas la preuve de la capitalisation de ses connaissances antérieures, mais il va au 3 et 4 pour tenter la spécialisation. Je veux dire, est-ce que quand on lit même la structuration faite comme ça, ce n'est pas logique de dire que quelqu'un qui n'a pas prouvé que pour ce qui est antérieur n'a pas capitalisé, et vous voulez lui permettre de se spécialiser, alors que il y a une logique qui va avec. Voilà pourquoi je dis, quand on a bien lu la façon dont c'est articulé, la décision, on la comprend. Elle paraît logique. Bon, c'est pas vous qui écrivez la structuration pédagogique. Je suis d'accord. Mais j'ai dit, c'est ça qui sous-tend des décisions. Oui, on ne peut pas être d'accord avec ça, parce que c'est que nous on a commencé au départ. Quand ils sont venus le LMD, c'est qu'on nous a dit, on nous fait savoir que avec le LMD maintenant, tu n'es pas obligé de valider ton L. Ce sont des crédits ou des unités d'enseignement que tu valides, tu vas en classe supérieure. C'est ce qu'on a dit au départ. Maintenant qu'on commence, qu'on arrive au mi-chemin, et qu'on dit non, ce qu'on a pensé n'est pas vrai, il faut revenir appliquer autre système. Qu'est-ce qui prouve qu'en appliquant ce système-là, on va sortir de cette galère qu'on vit à l'université?
Est-ce qu'il y a des mesures prises pour qu'on puisse quitter dans cette galère? Continuez, vous allez voir d'autres articles qui disent que l'étudiant comment on appelle ça? Un étudiant qui a eu, comment on appelle ça? Je reviens sur ce petit article-là. Mais quand on continue, quand on dit un étudiant... Vous parlez des notes d'évaluation? Non, je ne parle pas des notes d'évaluation. Je parle plutôt pour l'article 30, où on parle de, comment on appelle, des examens, des TP et des TD. Un étudiant qui participe à un TP ou à un TD ne peut pas composer l'examen. Mais on se trouve aussi qu'il y a des étudiants où les TD, les TP, il n'y a pas de souci, payer un examen après chaque TP. Travaux pratiques, voilà. Parce que ceux qui les TD ne sont pas forcément étudiants. Hein. Voilà, ça c'est obligé de participer au TP. Mais ce qui concerne les TD viennent renforcer la capacité de l'étudiant en ce qui concerne le cours de l'amphithéâtre. L'étudiant peut estimer qu'il a très bien compris son cours dans les amphithéâtres et qu'il n'est pas obligé de venir sur le TD. On a vu des étudiants qui n'ont pas participé au TD, ils connaissent 18. On a vu certains qui ont participé au TD qui viennent qui ont les 2. Donc participer à un TD ne veut pas dire automatiquement forcément que tu dois avoir une bonne note. Maintenant, par rapport à la formation que vous donnez au niveau des semestralisations, nous, c'est ce qu'on a dit au départ. On a commencé avec un système au départ. C'est vrai qu'il y a eu des failles, parce que nous on a demandé qu'on essaie d'harmoniser un peu le CNMD dans nos différentes universités publiques, mais que ça soit avec la participation des étudiants pour que nous sommes dans nos points de vue sur les manières que nous sommes formés dans nos différentes universités. Et ça part d'un retard. Je prends notamment la promotion 2018 de LM qui a commencé les cours. Mais ces étudiants ont commencé les cours en janvier. Mais jusqu'à présent, ils sont toujours en attente de leurs résultats des S1. Jusqu'à présent, alors qu'on dit ce régime applicable à toutes les promotions de bac 2018. Ils sont encore en attente de leurs résultats des S1. Si c'est applicable à eux, le semestre normalement ne doit pas prendre plus de 4 mois. Mais de janvier à aujourd'hui, on tend vers 7 mois. Donc ça veut dire que ce régime-là n'est pas le messie aux problèmes que nous vivons dans nos différentes universités. Voilà, Panassi, vous voulez dire. D'accord. Ben après la parole. Voilà, justement, je reviens par rapport à ce qui est donné de faire. Ils disent qu'ils n'ont pas été associés. Et donc le problème, il est à quel niveau? C'est parce que vous n'avez été associés, ou bien c'est parce que les points qu'ils disent, ce sont effectivement des points qui sont contenus, travaux dirigés, travaux pratiques, oui. Donc, l'âge de 28 ans, il dit qu'il y a des villages, il y en a qui peuvent aller tard à l'école, qui se retrouvent avec le bac à 28 ans, excusez-moi, qui se retrouvent avec le bac à 28 ans. En dehors des travailleurs, est-ce qu'aujourd'hui encore il y en a beaucoup qui viennent avec le bac à 28 ans? Oui, il y en a beaucoup qui viennent avec le bac à 28 ans. Vous en connaissez autour? Oui, l'année passée même j'ai inscrit un étudiant qui a eu le bac à 28 ans et il a payé 50 000 francs. Mais c'est un étudiant qui a eu un parcours normal. C'est vrai qu'il a repris des classes, mais il a eu le bac qui n'est ni salarié ni fonctionnaire. Donc cet étudiant-là, on lui fait payer 50 000 francs et qui ne bénéficie pas des allocations sociales. Par contre, avec ce nouveau régime, on s'est dit maintenant que si tu es un fonctionnaire à 18 ans, mais si tu as décidé de venir faire le cours au campus à 20 ans, ben tu payes 15 000 francs comme moi, qui suis un étudiant normal sur le campus. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Je crois savoir qu'il y a les inscriptions, il y a des frais pour les travailleurs, non? Si, c'est ce qu'on appelle si vous êtes jeune, vous avez 22 ans, mais vous êtes travailleur, que vous ne déclarez pas, peut-être vous allez passer dans les bas du filet. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Mais ça, c'est vous qui n'êtes pas honnête. C'est vous qui n'êtes pas honnête. Si vous êtes jeune et vous travaillez et que vous ne déclarez pas que vous travaillez. Bon, ça, ça ne rentre pas dans nos prérogatives. Ça, c'est pas nos. Je veux dire que nous, on se plaint. Comme vous parliez de limite, j'ai dit que le travailleur, il y a pas. Pour la question de l'inscription du travailleur, c'est pas une question d'âge. Non, c'est pas de maintenant le nouveau régime, puisqu'on vend. Avec l'ancien régime, quand tu es fonctionnaire, tu es obligé, tu payes tes 50 000 francs et tu t'inscris. Maintenant, avec le nouveau régime, on nous dit que ça part de 28 ans. Ou bien, au moins que tu aies un bac plus de 2 ans. Si ton bac n'a pas 2 ans et que tu viens d'avoir le bac aujourd'hui, je suis fonctionnaire qui vient d'avoir le bac aujourd'hui, que je vais partir m'inscrire à l'université Kizerbo, je paye 15 000 francs. Okay. Mais si mon bac a fait plus de 2 ans, bon, plus d'une année, dans 2 ans, ils ont dit 2 ans dans le nouveau régime, je paye 50 000 francs. 50 000. Voilà, comme dans l'ancien système. Donc c'est ce que nous défendons, nous ne sommes pas d'accord avec. Okay. Alors, j'aimerais revenir sur un autre point. Vous parlez des critères de passage pour ce qui est de filière générale. On exige de valider la totalité des 2 semestres et puis on exige aussi 12 de moyenne pour ce qui est des filières professionnalisantes. Alors, je ne sais pas où est le problème à ce niveau, surtout pour ce qui est de 12 de moyenne, parce que là, comme l'a dit Geoffroy tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'on essaie quand même d'organiser un peu les évaluations pour donner une certaine qualité aux évaluations que nous faisons. Ok, ici le problème c'est quoi? J'ai des filières comme Cercos, je parle par un exemple, où l'étudiant avant de postuler
on lui dit quand tu viens ici, tu valides 10 de moyenne, tu avances. Le décret a été signé le 25 2e mois 2019. Et on dit à ces étudiants-là, qui sont inscrits avant le 25 là, doivent forcément valider, avoir 12 de moyenne en S1, 12 de moyenne en S2, avant d'aller en classe supérieure. Et il se trouve qu'il peut y avoir des étudiants qui peuvent avoir 16 de moyenne en S1 et en S2, aller avoir 10 de moyenne. Mais ces étudiants vont faire quoi de lui? Maintenant qu'on parle des filières professionnalisantes, on avait des filières comme IBAM. À IBAM, c'est connu de tous, avant de s'orienter, avant de s'inscrire. L'étudiant sait que si je vais à IBAM, que je n'ai pas 12 de moyenne, je suis renvoyé. Mais les filières qui n'étaient pas comme ça avant, ok, on vient nous dire aujourd'hui, en mi-chemin, on a commencé les années académiques, on te dit à la fin que si tu n'as pas 12 de moyenne, automatiquement tu n'es plus étudiant dans notre IFE. Maintenant qu'on parle des validations des semestres, de ça on parlait tout à l'heure, les 10 de moyenne, ça, puisque après on comptabilise les unités d'enseignement, si on fait à la fin que tu as 10, tu vas en classe supérieure. Mais ce que nous ne sommes pas d'accord ici, c'est qu'on dise aux étudiants de forcément valider tous les L1 avant d'aller en classe supérieure. Selon eux, c'est pour éviter les chevauchements. Parce que pour eux, à l'époque, l'étudiant n'a pas validé son S1, il se retrouve en S2, en S3, en même temps il se retrouve en train de faire le S4, on ne sait pas dans quelle année académique il se retrouve, que ça va permettre à l'étudiant de réussir son S. On a entendu la dernière fois le ministre dire que l'année prochaine, les nouveaux bacheliers 2019 vont commencer les cours en octobre. Mais je viens de vous donner un exemple qu'on appelle ça de LM, ou bien de droit de 2018, qui viennent de finir les cours de S1 et qui ont fini les compositions qui n'ont pas leurs résultats. Il y a le L2 à faire, il y a le TP, il y a le TD à faire en S2. Mais ces étudiants ont fini quand? Pour que les nouveaux bacheliers puissent rentrer en octobre 2019. Alors en l'UFSVT, ou les promotions 2018, ils sont encore en train de ne pas faire un devoir. Alors que la promotion 2017 est encore en S2, qui attend encore les résultats de S1. La promotion 2017, qui attend encore des résultats définitifs de S1. Et on s'est dit que ces étudiants-là, quand je touche du bois, ces étudiants qui vont reprendre, c'est avec quelle promotion ils reprennent? Si le régime est appliqué. Ils sont en train d'attendre les résultats des sessions de S1 qui doivent finir le S2 être composé. Les étudiants de 2018 qui sont déjà acceptés au S2 actuellement. Bon, ils attendent le PV définitif de S1. Donc ils n'ont pas été inscrits, ils ne sont pas inscrits. Ils ne sont pas inscrits. Donc ils sont toujours en S1. Voilà, ils sont toujours en S1. S'ils doivent reprendre, ils reprendront le S1. Mais avec quelle promotion? Puis la promotion 2018 en train de faire le S1. Il y a les nouveaux bacheliers qui sont là, qui sont à la porte, qui doivent rentrer. Ils rentrent, ils font quel S? S1. Mais avec quelle promotion? Maintenant, il y a 3 promotions. Le plan n'est pas la promotion. C'est la promotion avec laquelle vous faites. Mais si vous devez reprendre, vous reprenez. Non, mais vous reprenez avec qui? Puisqu'il y aura des années vides. Il y aura des années vides. Et ces années vides-là, on justifie ça comment? Des années vides comment? Je prends un étudiant qui est en 2017, promotion 2017, qui est le bac en 2017, qui est toujours en train de faire le S1. Oui. Il y a 2018 qui est en train de faire le S1. Oui. Il y a 2019 qui est en train de faire le S1. Pour celui qui n'a pas validé, qui doit reprendre, il reprend avec quelle promotion? On va dire que non, on reprend avec celui de 2019 peut-être. Mais l'année vide 2017-2018 là, 2018-2019, on met ça où? Dans son CV, il dit quoi? C'est la justification de ça qu'on parle. Le ministère est incapable de nous donner des réponses face à cette question-là. Donc il y a une année vide au milieu, on justifie ça comment? Donc si on met des mesures en place, il faut trouver des mesures qui vont accompagner les étudiants. Nous on a proposé des solutions. Parce qu'on se dit qu'il y a des compensations de semestres qu'on peut faire. Parce que si chaque pays a son LMD typique à lui, mais on peut trouver aussi des moyens pour permettre aux étudiants de pouvoir aller en classe supérieure aussi sans problème. On peut aussi conserver la même note en session normale et la session de rattrapage pour permettre aux étudiants de pouvoir avancer. Maintenant qu'on dit non, il faut que les étudiants fassent des sacrifices. Mais pour faire 6 ans pour avoir une licence, c'est un sacrifice. 6 ans pour une licence, c'est un sacrifice. Il n'y a pas une université, il n'y a pas le département de les filières professionnelles, même médecine maintenant, pour aller jusqu'à la thèse. Ils font 8 à 9 ans. Allez voir les filières du SVT, c'est 6 ans, ils font pour la licence. En LM ou partie, c'est 5 ans, 4 à 5 ans. Donc on se pose la question, quel retard on peut rattraper? On nous dit en même temps qu'on ne peut pas rattraper un retard, mais on peut trouver des solutions pour rattraper un retard. Moi je n'aurais pas une question, je vais me permettre un commentaire. Ce qui dit est très intéressant, mais je dis la réalité c'est qu'il y a un problème de fond. Vous savez, quand d'un moule, pour moi, d'un moule déformé, on ne peut pas espérer avoir quelques briques bien et des briques déformées. C'est parce que c'est le moule qui fait. Le problème de nos universités aujourd'hui, pour moi, c'est la question du moule. Le moule a un défaut. Et tant que ce défaut-là, il n'est pas attaqué de façon frontale, il aurait un problème. Ce n'est pas le nom que vous donnez à votre système qui est le problème, ce n'est pas le baptême. Mais c'est la structure.
Et la structure ne change pas. Les noms changent. On passe de tel système à tel système. Mais à la vérité, vous allez être confronté aux mêmes grèves. Vous allez être confronté à la même réalité de la vétusté des bâtiments. Vous allez être confronté à la même réalité de la surpopulation estudiantine dans les amphithéâtres. Vous allez assister au manque de moyens. Vous allez assister à l'absence totale ou à un Wi-Fi que vous voyez qui est codé. Comment est-ce que ça n'existe même pas pour coder? Comment est-ce que dans un système qui ne change pas, parce que comme on dit, l'imbécile, c'est celui qui face à la même réalité espère avoir un résultat différent. Si vous n'avez pas changé la réalité, le résultat ne va pas changer. C'est pour ça que je lui disais en début, peut-être que la question au départ, il semblait pas aller dans mon sens. J'ai dit, lorsque vous ne décidez pas d'attaquer les problèmes de fond à un moment donné, est-ce que le débat sur la forme changera quelque chose? Parce que le fond, dans nos universités là, c'est le moule, la structure là qui ne va pas. À un moment donné, j'ai dit toujours, on a nos dévanciers qui, lorsqu'ils nous parlent de l'université, nous on envie cette époque. Mais pourquoi n'ont-ils pas pu créer cela aussi pour leur petit frère qui a failli? C'est la question aujourd'hui. Je dis, et ça, c'est pas un cas burkinabé, c'est transversal à toutes les universités. Ce qui est intéressant, on avait reçu, vous c'est FECIBF, on a reçu vos amis de la FECI, ce qui est bien d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. On a l'impression d'entendre la même réalité. Et c'est le commentaire que je voulais faire. Tant qu'on n'a pas une réflexion pour des réponses structurelles, on va changer les noms, mais la réalité sera la même. Et les combats seront les mêmes. Je reviens à ce qu'il dit. C'est intéressant parce que il faut aussi voir un peu, quand on prend l'exemple de l'université Ouagadougou, qui a été annoncée depuis combien d'années? Plus de 10 ans. On nous parle de l'université Ouagadougou. Mais les étudiants continuent de prendre des cours au CIAO. On connaît bien la définition du CIAO, qui est le Salon international des arts de Ouagadougou. En plus de 15 ans, les étudiants sont confondus à des objets d'art au niveau du CIAO. Et ce qui n'est pas méchant. Non, c'est très méchant. Parce que quand le CIAO arrive, les étudiants sont en vacances. Si le CIAO fait 10 jours, les étudiants sont en vacances pendant 10 jours. C'est 10 jours de retard. Ça n'arrive que chaque 2 ans. Même chaque 10 jours, on peut pas rattraper une heure de retard. Des œuvres d'art, les artistes, c'est pas méchant, je veux dire. Mais ce sont des étudiants de droit et d'économie. Ça n'a rien à voir des étudiants d'art plastique et puis des étudiants qu'on appelle ça, de théâtre. Donc, c'est-à-dire que si on construisait l'université Ouagadougou, on avait finalisé avec ça, on allait rattraper ces retards-là. Une retard d'une heure, on ne peut pas rattraper. Donc, ce sont des retards de 10 jours chaque 2 ans. Et on arrive souvent, il y a des festivités. Il y a des mariages, il y a des baptêmes. Les étudiants sont obligés de sortir des salles pour aller à la maison parce qu'il y a une festivité, un festival qui est là. Donc, tout ça, ça pose un problème. Si on avait mis les moyens, alors que le CIAO est loué à des hauteurs de millions chaque année, ils sont des millions chaque année. Le bâtiment de l'université Ouagadougou, où abrite la présidence de l'université Ouagadougou, c'est un bâtiment qui est loué à des millions chaque année. Alors que on pourrait transférer ces fonds-là, finaliser l'université Ouagadougou, permettre aux étudiants d'aller prendre des cours là-bas, et ça allait éviter aussi un retard. On a plus de 5000 étudiants en première année en droit. Mais ces étudiants tous, allez voir les étudiants de droit de première année, ils sont assis comme pas des étudiants, c'est comme si c'était un meeting. Le professeur, il parle, les étudiants ont du mal à entendre l'enseignant. Vous allez voir les résultats. On avait en S1 l'année passée, où il y avait plus de 4500 étudiants. Seulement 900 ont validé. Les 4000 et quelques là, il y avait des doublons aussi d'ailleurs. Les 4000 et quelques étudiants, ils deviennent quoi? On dirait après que ce sont les étudiants qui sont nuls. Mais un étudiant qui a le bac n'est pas nul. Quelqu'un qui a pu avoir le bac n'est pas nul. Vous allez voir des filières comme SUA où des étudiants ils vont aux examens, personne n'a moyen à une évaluation. Le problème c'est qui? Vous prenez des CIP qu'on amène, CIP qu'on appelle ça Dori, il y a aussi Gawa, tous ces objectifs, il faut lui dire, c'est de mettre les universités dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Mais quand on dit ici, toi, vous êtes chef de mission dans tel CIP, que vous arrivez, il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de salle de cours. Il faut encore louer des salles de classe. Ou bien attendre une école de formation, quand ces élèves-là ne seront pas en formation, il faut programmer les étudiants pour suivre le cours. Ça pose problème. Donc il y a un problème de fond réellement qui est là. Il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir les étudiants dans les différentes régions. Et en même temps, il n'y a pas d'enseignants aussi pour encadrer ces étudiants-là. Rares sont ces enseignants-là qui ont envie d'aller donner des cours à Dori ou bien envie d'aller donner des cours à Gawa. Et quand ils vont, puisqu'ils ont plus d'intérêt à Ouagadougou, ils préfèrent aller à Ouagadougou et être à l'aise à Ouagadougou que d'aller là-bas.
Donc il y a tous ces problèmes-là qui surviennent dans nos différentes universités. Donc quand on continue, vous voyez même des étudiants qui se sacrifient à faire des cours et faire des devoirs. On accepte de composer des devoirs en une semaine, sous peut-être avoir le résultat dans 2 semaines et continuer en classe supérieure. Mais quand les étudiants finissent de composer, ils attendent encore 3 mois pour avoir des copies. Une fois même pour une délibération pour un PV, on peut attendre 1 mois pour un PV. On a demandé d'informatiser un peu nos systèmes éducatifs, nos différentes unités d'enseignement et de formation. Donc quand on met la note de Palou, on n'a pas besoin de taper une semaine à des calculatrices pour calculer sa moyenne. Automatiquement, on a sa moyenne. On pense que le système informatique là, à un petit niveau, qu'on ne peut plus retomber dans ces dérives-là. En plus, vous partez, on peut dire à un étudiant, tu finis, tu es en licence, tu attends, qu'on appelle ça, tu veux prendre ton diplôme. On te dit non, et ta note de S1, on ne voit pas ça. Va chercher tes bulletins, tu vas envoyer, on va vérifier si tu as fait un parti de S1. Ça pose problème. Ça veut dire qu'un étudiant peut aller falsifier ses bulletins et il vient dire oui, effectivement, j'avais validé. Alors que nous sommes dans un nouveau système où on devrait permettre aux étudiants, assurer le cursus de l'étudiant sans problème. Vous voyez, dans le même régime, on nous dit que pour les enseignements généraux, un cours n'est pas dépassé 20 heures. On a 20 heures de cours. Et dans ces 20 heures de cours, l'étudiant a 40% de recherche, l'enseignant a 60% dans le cours. Donc on prend 20 heures qu'on divise par... On fait le pourcentage, 20 heures de cours pour un enseignant, c'est 12 heures de cours que l'enseignant doit donner, et les 8 heures reviennent à l'étudiant. Bon, si les 8 heures reviennent à l'étudiant, nous voyons bien dans notre grande université, il n'y a pas de wifi. Il fait ses recherches à quoi? D'accord, on va tirer tout de suite un verdict de votre audition ce matin. Je pense même qu'on n'aura pas le temps de le faire, le générique de fin qui passe. D'accord, on va simplement vous dire merci d'être passé. Merci. On aura certainement l'occasion d'interpeller les responsables du ministère en charge de l'enseignement supérieur pour voir comment est-ce que justement on explique la prise de ces arrêtés. En attendant, merci d'être passé et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mesdames, Messieurs, on vous retrouve donc demain pour la dernière convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.